David Lisnard. Bonjour. On a appris la mort hier de Claudia Cardinal, immense actrice franco-italienne à 87 ans. On écoute sa voix. Moi, le plus beau compliment, je l'ai eu dans La Panthère rose de David Niven. Il m'a dit: Claudia, avec les spaghettis, tu es la meilleure invention des Italiens. Vous qui êtes le maire d'une ville qui accueille le plus grand festival de cinéma au monde. On se rappelle d'ailleurs cette affiche officielle en 2017, une affiche sur fond rouge où elle danse sur les toits de Rome. Que retenez-vous de Claudia Cardinal, David Lisnard? Effectivement, vous avez tout dit, une immense actrice qui a traversé plusieurs générations de cinéma et bien sûr célèbre pour le Guépard de Visconti qui a vu la Palme d'Or en 63. Et puis il y a d'autres films peut-être moins connus, moi, que j'aime beaucoup. Je pense à Cartouche avec Belmondo. C'est vraiment la vitalité, l'expression d'une beauté masculine et féminine. Et son talent n'avait d'égal que sa beauté. Oui, alors j'espère qu'on a encore le droit de le dire, mais par exemple, dans Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, elle est quand même très genrée et elle a suscité beaucoup d'intérêt d'adolescents dont j'étais, voilà. Revenons à la politique, David Lisnard. Les LR seront-ils encore au gouvernement dans quelques jours? Sont-ils prêts à faire des compromis pour amadouer les socialistes? Lesquels? Mais d'abord, justement, sur le sujet de la justice fiscale. Écoutez ce professeur d'art plastique à la retraite à Melun au micro d'Agathe Maillouet. On a en France un système oligarchique, Niel, Arnaud et compagnie. C'est là qu'est l'argent. Ces gens-là ne payent pas d'impôts. Très peu. Moi, je paye des impôts, je voudrais payer le même taux que Bernard Arnault. Vous entendez ce Français, les Français réclament une taxe continuer à enseigner les arts plastiques, mais moins l'économie et la finance. Et pourquoi pas? Vous entendez ces Français qui réclament cette taxation sur les plus riches, alors que les plus riches, les patrons sont vent debout. Le MEDEF annonce même un meeting face au spectre d'un alourdissement de la fiscalité. Est-ce que les riches se rebiffent, David Lisnard? Moi, je raisonne pas comme ça. Je dis qu'est-ce qui est bon pour le pays ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le pays qui a le record du monde des impôts et des charges. C'est objectif, vous êtes d'accord avec moi. Les prélèvements obligatoires sont les plus élevés de l'OCDE, impôts et charges. On a le pays qui est le plus redistributif de l'OCDE. C'est-à-dire que quand vous prenez le premier décile, par exemple, vous gagnez 4 fois plus que le premier décile, à la fin, vous gagnez que 30%, et pas 300% de plus. Et je vois des pauvres dans la rue, des gens qui dorment dans leur bagnole, j'en vois tous les jours dans ma commune. Donc on a un pays qui est le plus redistributif, qui prélève le plus, et qui a la politique sociale la plus élevée, 900 milliards par an de politique sociale, c'est 33% du PIB, où on enferme les gens dans la pauvreté et on crée de moins en moins de richesses. Donc la question à se poser, c'est comment on peut créer plus de richesses, comment on peut recréer du revenu, et surtout, ne pas taxer, non pas les riches, c'est une formule moralisatrice, enfantine, infantilisante, mais ne pas taxer l'innovation, l'investissement, et donc être compétitif. Je suis allé dans la manifestation jeudi dernier. Et je voudrais revenir sur LVMH. On va vous laisser vous exprimer, juste, je vous insiste sur ce point qui est primordial. Dans la manifestation du 18 septembre, jeudi dernier, toutes les forces de gauche, que ce soit les syndicats, les partis ou les gens, disent la même chose. Il y a ce slogan « taxer les riches », et derrière, il y a l'idée aussi de justice fiscale, et que les milliardaires trouvent toujours des solutions pour partir à l'étranger, dans des holdings, dans des logiques d'optimisation fiscale. Est-ce que le fait de taxer les riches n'est pas devenu aujourd'hui un impératif politique? Alors, moi, ça, c'est une espèce de doxa qui nous tomberait dessus. Moi, ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, l'impératif de la France, c'est de redresser ses comptes, de lutter contre l'injustice sociale qui fait qu'on enferme les gens dans des trappes à pauvreté dans le pays le plus redistributif au monde. Parce qu'autrement, si je suis votre raisonnement, l'Union soviétique existera encore, la Corée du Nord serait plus riche que la Corée du Sud, c'est pas le cas. C'est un juste milieu, non? LVMH. Je dis ça, moi je suis pas le défenseur. Je rencontre des salariés de LVMH, il y a pas longtemps j'étais dans le Loiret. J'ai pas rencontré un salarié, y compris des représentants syndicaux, qui n'étaient pas fiers de travailler dans cette boîte et qui me disaient et qui contestaient le beau niveau de salaire qu'ils avaient. Juste, LVMH fait 8% de son chiffre d'affaires en France. Hein, donc 8% du chiffre d'affaires mondial de LVMH est en France. LVMH paie 40% de son impôt sur la société mondiale en France. 8% du chiffre d'affaires, 40%. Donc ce qui compte, c'est pas de faire des postures morales, c'est pas de trahir les gens en leur faisant croire qu'il y a toujours un trésor caché. Qu'il y ait un débat sur la bonne répartition de l'impôt, c'est très légitime. Mais d'abord, le problème de la France aujourd'hui, c'est de recréer des flux, c'est de recréer de la richesse, c'est de faire en sorte que lorsqu'on travaille et qu'on mérite, on soit récompensé. David Lisnard, on vous entend, mais ce débat, il a lieu même au sein des sympathisants LR, où 89% des sympathisants LR sont pour une taxe Zuckman, donc cet impôt plancher de 2% sur le patrimoine de plus de 100 millions d'euros. Ça veut dire que vos sympathisants, ils se trompent en fait? Mais moi, ça veut dire que je suis dans les 11%. Qui sont absolument convaincus que le problème de la France, c'est pas de manquer d'impôts, c'est qu'il y a trop d'impôts.
C'est que trop d'impôts tue l'impôt, c'est démontré. Enfin, tout le monde dans l'histoire économique, tout le monde dans la géographie, et qu'au bout d'un moment, trop d'impôts tue le contribuable. Et que la taxe Zuckman, qui quand même fiscaliserait des revenus qui n'existent pas. C'est-à-dire fiscaliserait avec une confusion énorme entre la valorisation théorique d'une entreprise et la réalité de ce qu'elle génère. C'est-à-dire des entreprises, je pense Doctolib par exemple, on a cité Mistral, où il y a des valorisations. Donc en fait, c'est une taxe sur l'avenir. C'est une taxe sur la prise de risque. Et c'est une ligne rouge pour vous ou pas, cette taxe? Mais moi, si vous voulez, ce qui compte pour moi, c'est de redresser le pays, c'est de redonner une espérance, y compris sociale. Et donc pour cela, il faut à nouveau qu'on soit un pays créateur de richesse. Ce qui est extraordinaire, c'est que depuis 2 semaines, on a eu un détournement d'opinion qui flatte l'opinion. Il y a un côté très populiste, comme on dit souvent maintenant, très démagogue, qui consiste à... On ne parle plus du fait qu'on paye plus d'impôts et de fiscalité qu'ailleurs, qu'il y a plus de dépenses publiques, on a le record du monde de la dépense publique, et que pourtant on a de moins en moins de services publics, parce qu'il y a un gaspillage énorme d'argent public. Donc il y a eu un détournement d'opinion sur ce qui singularise la France. Ce qui singularise la France, c'est pas un manque de fiscalité, y compris sur le patrimoine. On est le pays qui taxe le plus encore le patrimoine. Dans le décryptage c'est ce qui singularise la France, c'est qu'il y a plus d'impôts qu'ailleurs. Justement, dans le décryptage éco de Fanny Guinochet, lundi, il parlait de l'exécutif, qui pense à une espèce d'ISF revisité. En gros, l'idée, c'est d'empêcher ce qu'on appelle la suroptimisation fiscale en obligeant les plus riches à payer au moins 20% d'impôts. Je vous vois sourire, ça veut dire que ça, vous pourriez pas toper? Mais non, mais parce qu'on peut parler pendant des heures de cela. La réalité, c'est qu'on était au 7e rang de création de richesse par habitant il y a 30 ans, qu'on est au 27e rang. Et qu'avant de distribuer, et c'est légitime ce débat, il faut produire. Et que le problème de la France, c'est que non seulement on a des déficits publics, mais des déficits commerciaux. Et que dans tout ce que j'entends, il n'y a pas une proposition qui consisterait à rendre le pays plus riche. Et donc, il faut que le pays soit plus riche. Vous pouvez nous dire ce que vous proposez, mais il y a une réalité politique. On entend vos arguments. Vous savez bien que Sébastien Lecornu va devoir toper avec les socialistes, non? C'est pourquoi je pense qu'on est au bout d'un système. Je l'avais dit d'ailleurs dans une de vos interviews il y a un peu plus d'1 an. Je pense qu'on est au bout du système. Donc Sébastien Lecornu est quelqu'un, je le répète parce que je le pense, très intelligent et très habile. Vous le connaissez un peu personnellement? Oui, je le connais un peu, sans plus. C'est quand la dernière fois que vous avez parlé tous les deux? Pardon? C'est quand la dernière fois que vous avez parlé tous les deux? Il y a longtemps, pour rien vous cacher. Mais la prochaine fois approche chaque jour, puisqu'on doit se voir dans le cadre des discussions avec l'Association des maires de France. Et donc, Sébastien Lecornu, vous savez qu'il va devoir discuter avec les socialistes. Vous dites au Premier ministre, s'il y a une taxe sur les plus riches, les LR ne participeront pas au gouvernement? Pardon, s'il y a sans vous encore une fois une couche de fiscalité, c'est-à-dire que si on ajoute des causes à nos problèmes, pour ma part, c'est impensable. Voilà, c'est aussi impensable de participer au gouvernement. Impensable d'être les co-responsables d'une politique qui va enfoncer le pays dans l'échec social et économique. Vous avez quand même 6 ministres LR au gouvernement en ce moment. Vous connaissez beaucoup de ministres LR qui veulent plus être ministres? Moi, je ne raisonne pas comme ça, pardon, mais pour ma part, je ne suis pas ministre, je ne l'ai pas souhaité. Vous avez refusé de l'être, je crois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on laisse le monopole de l'alternative aux extrêmes, ça va être un carnage. Voilà. C'est-à-dire qu'on va amplifier les problèmes. Et je pense aujourd'hui que ce qu'on appelle la droite classique, la droite républicaine, mettez le terme que vous voulez, carnage, doit représenter une alternative puissante. Oui, parce que je crois que notre pays, aujourd'hui, est en dégradation accélérée. Je vois bien l'effondrement éducatif, qui est pour moi le plus grave des problèmes. Le sursaut éducatif, l'obsession éducative devrait nous occuper. On voit bien l'appauvrissement du pays. Est-ce que les retraites on voit bien les problèmes de sécurité, les problèmes de population migratoire, on voit bien les problèmes de logement, on voit bien les problèmes de santé. Donc, on doit porter un projet alternatif. Pour ma part, moi, je ne me positionne pas sur le spectre plus ou moins de social-étatisme. Je propose une rupture avec mon parti Nouvelle Énergie pour en finir. Je pense que l'État-providence est mort, c'est fini. Monsieur Lisnard, voilà. Et qu'il faut inventer autre chose. Un sujet qui fracture profondément la société française, c'est le sujet des retraites, qui fracture d'ailleurs votre parti. La gauche et les syndicats réclament la suspension de la fameuse réforme des retraites. Est-ce que ça, vous pourriez l'accepter? Si vous voulez continuer à planter le pays et à ce qu'on paye des intérêts de la dette en tant que contribuable, qu'on soit modeste ou riche, aujourd'hui, dans nos impôts, cette année, on paye plus des seuls intérêts de la dette de l'État que le budget de la défense, plus que l'éducation nationale en fin d'année, 5 fois plus que le budget de la justice. Donc si vous voulez ajouter quelques dizaines de milliards de dettes, vous suspendez cette réforme. Ça manque pas de sel, David Lisnard, quand on se rappelle que les députés LR s'étaient fracturés sur le sujet en 2023. 19 députés LR avaient même voté la censure contre Elisabeth Borne pour protester contre l'adoption par 49.3 de la réforme des retraites. Mais aujourd'hui, vous nous dites, si on veut planter le pays, il faut la suspendre. Oui, mais j'ai toujours dit, je le disais il y a 2 ou 3 ans, mais moi j'allais bien au-delà, puisque je proposais, bien seul à l'époque,
ce que le principe de réalité devrait nous amener à proposer, c'est-à-dire la retraite par capitalisation pour tous. Permettre à chacun, y compris les plus modestes, d'avoir accès à ce que vous estimez appartenir simplement aux riches aujourd'hui, mais qu'on retrouve dans la fonction publique, puisqu'il y a une retraite par capitalisation obligatoire dans la fonction publique. Je propose pour tous les Français. Parce que l'État-providence, qui était le mode de développement très, très positif de l'après-deuxième guerre mondiale, est terminé. Ça reposait sur une démographie importante. François Bayrou, excusez-moi, François Bayrou s'est fracassé. C'est dommage parce qu'on a au cœur beaucoup de questions, il faut qu'on avance, pardon. François Bayrou s'est fracassé sur ces 44 milliards d'euros d'économie. Le PS propose 22 milliards. Combien de milliards vous proposez? Quel est le montant de l'effort nécessaire selon vous? François Bayrou proposait surtout 15 milliards d'impôts en plus. Et ensuite, les 30 milliards dits d'économie étaient une moindre hausse de la dépense publique. Aujourd'hui, si vous voulez gagner plus, et notamment les travailleurs modestes, les artisans, les salariés, il faut cotiser moins. Si vous voulez cotiser moins, il faut revoir à plat tout le système social. Système social qui est cuit puisqu'il reposait sur une démographie importante, c'est-à-dire de plus en plus de cotisants par rapport aux bénéficiaires. Aujourd'hui, on vit plus vieux et on fait plus d'enfants. Et on fait plus de gains de productivité et on importe une immigration qui est très souvent une immigration très pauvre et qui est une immigration non pas de travail mais de peuplement. Donc on est dans une impasse et c'est pourquoi, avec Nouvelle Énergie, on a proposé un plan, comme ça a pu fonctionner en Allemagne il y a 20 ans, en Nouvelle-Zélande il y a quelques années, en Suède, en Angleterre, comme c'est en train de se mettre en place à l'Argentine dans un autre mode de fonctionnement, de réduction des dépenses sur un quinquennat de 200 milliards qui permettrait, bien sûr, qui permettrait de, ce qui ferait de nous encore le pays qui a le record de la dépense mondiale. Alors ça doit choquer de le dire ici. C'est-à-dire que si vous avez 8 points de PIB de dépenses en moins, vous êtes toujours le pays qui a le record du monde de la dépense publique. Et ça, ce sont des éléments objectifs. On n'est pas dans la moraline, on n'est pas dans le ressenti, on est dans la réalité. Et c'est ce qui permettrait de relancer la machine économique, de plus raisonner en stock, où on essaie de faire des petites parts de gâteau pour donner une petite part de miettes à tout le monde, mais de recréer des flux économiques, et donc de recréer des rentrées fiscales, et de régénérer, de réarmer l'appareil public. Avant la distribution, il faut de la production. David Lisnard, dans un instant, garde au chikungunya dans le sud-est. On parlera aussi du pouvoir et de la liberté des maires avec vous, le président de l'association des maires de France. Mais tout de suite, il est 8h46 et c'est l'info en 1 minute avec Jeanne Mézia. Cette publication est un grand tournant. Déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Après les propos de Donald Trump sur son réseau social Truth hier, le président américain affirme que l'Ukraine a les moyens de regagner son territoire dans sa forme originelle face à la Russie. Une personne est morte de la légionellose à Albertville en Savoie où 5 personnes sont en réanimation. En tout 17 cas de la maladie pulmonaire sont recensés, une vingtaine d'autres suspectés. Dans le département, c'est le plus gros foyer jamais enregistré. Des investigations sont en cours pour trouver l'origine de la contamination. Les préfets d'Île-de-France assignés en justice aujourd'hui au sujet de l'attribution des logements sociaux. 3 associations dont la Fondation pour le logement leur reproche de ne pas respecter l'obligation d'attribuer des logements aux 25% des demandeurs les plus pauvres en dehors des quartiers prioritaires. Et puis elle incarnait une liberté, un regard, un talent. Emmanuel Macron rend hommage ce matin sur X à Claudia Cardinal. L'actrice italienne est morte hier à 87 ans. Elle avait choisi Paris comme patrie. Nous la porterons toujours dans notre cœur, écrit le président. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec David Lisnard, maire Les Républicains de Cannes, président de l'Association des maires de France, l'alerte chikungunya en PACA avec des cas qui flambent du côté d'Antibes, Paul. Alerte moustique-tigre, 142 cas de chikungunya dans votre département, 312 dans votre région PACA. On ne va pas vous diffuser le son parce qu'il est absolument strident, mais ce matin, à 10h, la préfecture des Alpes-Maritimes va diffuser un message d'alerte à tous les habitants d'Antibes, qui est, on le sait, juste à côté de Cannes. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, monsieur le maire ? Il faut prendre acte du développement de cette maladie qui a des symptômes graves, évidents. Et je vois que dans ma commune, on n'a pas recensé de cas encore, ce qui me surprend d'ailleurs, parce qu'on est vraiment à côté, proximité immédiate d'Antibes, mais j'ai un suivi sanitaire quotidien, comme sécuritaire d'ailleurs. Et on fait à Cannes entre 6 et 7 campagnes de démoustication par an. Mais alors c'est beaucoup plus contraignant qu'avant pour des raisons évidentes écologiques. On ne peut plus faire les traitements qu'on faisait avant. Ce sont des traitements larvaires.
également les eaux stagnantes. Voilà, et puis chaque année j'envoie une lettre à tous les habitants pour leur, effectivement éviter les eaux stagnantes qui est la principale cause de prolifération du moustique, donc de prolifération de la maladie. David Lisnard, le réchauffement climatique est l'un des vecteurs de cette maladie. Justement, dans la perspective des municipales en mars, ici, donc ex-France Bleu, nos radios locales, a lancé une grande consultation citoyenne. Chaque mois, un sujet. Et en septembre, c'est celui du climat. Avec cet enseignement, 3 Français sur 10 se disent prêts à déménager à cause des risques climatiques dans leur commune, particulièrement dans le sud-est. Vous, le maire de Cannes, est-ce que on vous en parle? Est-ce que vous constatez cette inquiétude? Oui, puis moi-même je l'exprime, puisque la première chose que j'ai faite quand j'ai été élu maire en 2014, c'est de créer une délégation au risque majeur, qui n'existait pas. Et quand j'ai été élu président de l'Association des maires de France, en novembre 2021, une des premières décisions a été de créer un groupe de travail délégué au risque majeur, co-présidé par Éric Ménassi et par Sébastien Leroy. Parce que je suis dans une commune qui est exposée à tous les risques majeurs, sauf le risque volcanique et avalanche, mais crue éclair, mais la mer peut monter. Oui, il y a le niveau de la mer, bien qu'on soit pas, on est moins exposé que d'autres secteurs de la Méditerranée ou de l'Atlantique. J'étais hier matin avec les élus du littoral à Boniface où on a travaillé sur ces problématiques. Donc la gestion des risques fait partie je pense, de la noblesse de la politique. C'est-à-dire que... les habitants vous disent, on va déménager de Cannes, monsieur le maire, non, alors objectivement, j'ai personne qui m'a dit qu'il y a déménagé de Cannes pour les risques majeurs, mais on a des zones qui ont été bâties au 19e siècle, au 20e siècle, qui ont été les 2 siècles où il y a eu beaucoup de bétonisation. D'ailleurs, où c'était l'État qui délivrait les permis de construire, je le rappelle à chaque fois, contrairement... Je suis très contre-intuitif, vous voyez, sur cette antenne, et donc des quartiers qui sont des cuvettes. Donc on aménage. Il y a d'énormes investissements qui vont être nécessaires. Vous parliez du trait de côte, rien que le retrait du trait de côte, le CEREMA a estimé... Qu'est-ce que c'est le CEREMA ? Le CEREMA, c'est un organisme public d'ingénierie, hein, et donc vous avez raison. Et donc les investissements nécessaires pour déplacer un petit peu des habitants ou faire des digues, c'est au moins 100 milliards d'ici 2100. Et donc, en même temps, 8 Français sur 10 jugent que leur maire n'est pas assez investi sur ce sujet. Mais on n'est jamais investi sur tout, quoi. Enfin, je veux dire, si on pose la question comme ça, c'est évident. Mais je peux vous assurer que voilà, je peux pas plaider dans le vide, mais parce que c'est incantatoire. Mais non, c'est des sujets qu'on travaille tous les jours. Il n'y a pas une journée où on ne travaille pas sur ces sujets. En parlant d'élus locaux, le Premier ministre a promis, juste après sa nomination, un grand acte de décentralisation. Vous dites que vous vous en réjouissez raisonnablement. C'est-à-dire quoi? Vous avez du mal à y croire? C'est que j'ai de l'expérience. Et qu'on voit bien que depuis une quinzaine d'années, droite, gauche, centre, en même temps confondus, il y a eu une recentralisation financière, juridique. Ça, je pourrais vous en parler longuement. On a de plus en plus d'obligations comme maire, comme élus locaux, et de moins en moins de pouvoir juridique et financier. Ce qui alimente la crise de la démocratie, à mon sens. Et qui, de temps en temps, nous promet un grand acte de décentralisation. C'est la formule qu'avait utilisée Emmanuel Macron. Et que dans la réalité, c'est comme quand on nous dit on va vous simplifier. À chaque fois, c'est plus compliqué. Mais très concrètement, vous demandez quoi, David Lisnard? Parce que vous voulez un pouvoir d'adaptation législative, être libre de décider dans le domaine de la santé. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret où vous êtes senti empêché par l'excès de normes ou par la centralisation? Je peux vous donner 10 000 exemples très concrets. Un seul, c'est super déjà. Non, mais on parlait tout à l'heure de risque majeur. Avec le maire de Mandelieu, on porte depuis des années un projet de bassin de protection d'eau qui est validé par tout le monde. J'ai pas un contentieux, j'ai pas une association, y compris écologiste, qui est contre. Ça fait des dizaines d'années que la procédure, on nous demande des études 4 saisons supplémentaires, qu'on dit attention, la tortue Hermann passe dans le secteur. Mais des exemples comme ça, il y en a des dizaines où on a travaillé. Donc, avec l'Association des maires de France, on l'avait proposé au candidat à la présidence de la République en 2022, un acte déjà de commencer de façon très simple. On transfère le pouvoir réglementaire aux collectivités. Parce que ça créerait de l'émulation entre les collectivités. Ça éviterait de fracturer le pays. Ces notions très technocratiques de différenciation, de dérogation. Nous, on ne veut pas un droit à la dérogation et aller supplier l'État de nous faire quelque chose d'anormal. On veut un pouvoir de décision, parce que ça s'appelle la démocratie. Je vais être très court. L'État, lorsqu'il est confronté aux règles qu'il impose aux autres, c'est-à-dire qu'il impose aux Français, aux chefs d'entreprise, aux collectivités, à chaque fois s'en exonère. L'État a été 2 fois maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'il a été 2 fois commanditaire d'action avec des échéances. Notre-Dame de Paris, et lorsqu'il fallait restaurer Notre-Dame de Paris et réparer, et Jeux Olympiques de Paris. À chaque fois, lorsque l'État a vu les règles
qu'il imposait aux autres, il s'en est exonéré. Il y a eu une loi spéciale Notre-Dame de Paris, une loi spéciale Jeux Olympiques, où l'État s'est exempté des règles d'urbanisme, de commande publique et environnementale qu'il demande aux autres, et ça a très bien marché. Donc on demande que ces dispositions qui ont été dérogatoires pour l'État deviennent le droit commun. Donc vous appelez à un grand acte de décentralisation du président de la République, et vous appelez également à ce qui est très rare pour un homme de droite, à la démission programmée d'Emmanuel Macron. Alors, j'ai pas appelé à... Parce que, non, mais les mots sont parlé de importants. démission programmée différée pour laisser le temps de faire campagne. D'ailleurs, c'était à Agathe Lambré que j'avais exprimé à 18h30 sur France Info. Il y a plus d'un an. J'avais dit, je pense qu'on va être dans une situation bloquée. Et on l'est ou pas? Et on l'est. Bon. Donc vous appelez à la démission ou pas? Soit aujourd'hui, vous faites des tractations politiciennes sur des postures politiciennes qui vont amplifier les problèmes du pays, notamment par une augmentation de la fiscalité, et on ne va pas au bout de ce que l'on doit faire dans tous les domaines, soit on est dans une succession de censures. Donc il me semble qu'on est bloqué, que l'époque nécessite des vraies confrontations de projets. Moi j'aime la démocratie, un projet de gauche autour de la notion d'égalité, un projet de droite autour de la notion de liberté. Je trouve que ça nous manque aujourd'hui. Et donc ce que j'ai dit, c'est que le président de la République pouvait, de façon souveraine, ça ne dépend que de lui, c'est pour ça que c'est pas un appel à la destitution, etc. Dire, je constate que le pays est bloqué, j'en suis en grande partie responsable par mes décisions ineptes, dont la dissolution de l'été 2024, qui était absurde, c'est une évidence aujourd'hui. Si je démissionne tout de suite, il n'y a que 30 jours pour faire campagne, donc ça servira à rien, mais je vous annonce que je démissionne dans quelques mois, ce qui permet à l'offre politique de s'organiser, et de choisir des incarnations, des projets, de les comparer et de retrouver de l'ordre institutionnel. On n'est pas dans une crise institutionnelle. Il est plus légitime pour vous, Emmanuel Macron, rapidement? Mais il est légitime en droit. Moi, je ne suis pas un factieux. Mais politiquement, on voit bien qu'il est désavoué régulièrement. Ce fut le cas aux législatives, ce fut le cas aux européennes. Et qu'il s'est mis lui-même dans la seringue. David Lisnard, comme tous les jours, c'est le moment de la question qui à retrouver sur les réseaux sociaux de France Info. Aujourd'hui, la question qui secoue la République. On connaîtra demain le jugement dans l'affaire du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Il risque 7 ans d'emprisonnement. Est-ce que vous imaginez une seconde un ancien président de la République dormir en prison, David Lisnard? Vu les réquisitions, oui, il faut l'imaginer. C'est malheureusement sordide pour le pays, hein, mais Nicolas Sarkozy avait une formule que j'avais trouvée très bonne. Il avait dit « Je ne suis pas au-dessus des lois ». Donc il est justiciable, et tout cela le prouve, mais je ne suis pas non plus en dessous des lois. Donc il y a un procès qui s'ouvre, on a vu les réquisitions, on a vu l'instruction. J'essaie de ne pas me laisser aller gagner à la facilité, mais on voit bien que, y compris dans l'actualité récente, le parquet national financier s'empare plus vite de certaines suspicions que d'autres. Mais voilà, je ne veux pas préjuger de ce qui va être dit, je ne voudrais pas porter tort ni aux institutions, ni à la défense d'ailleurs. C'est toujours une figure tutélaire de la droite, Nicolas Sarkozy? C'est une figure nationale. Il était président de la République, c'est quelqu'un qui... je vois bien, que les gens l'aiment ou l'aiment pas, il dégage quelque chose. Enfin, vous le savez bien. Mais tutélaire pour la droite? Non, tutélaire, non. Il y a pas. Moi, j'ai toujours été contre la tutelle. Vous savez, je suis pour la liberté. Voilà. Tant qu'on est dans la famille Sarkozy, je vais toujours m'émanciper de tout depuis que je suis petit. Voilà. Je sors la carte Louis Sarkozy, un de ses fils, qui tente un parachutage non loin de vous à Menton. Qu'est-ce que vous pensez de lui politiquement? Mais vous me demandez. Moi, je suis pas commentateur. Non, mais vous êtes maire de Cannes et Menton, c'est pas loin. Non, mais j'ai rencontré Louis Sarkozy à 2 ou 3 reprises. Il est atypique. Il a réussi à se faire un prénom, hein, c'est-à-dire qu'on ne le voit plus que comme l'un des fils de l'ancien président de la République. Et il a un parcours atypique, il a une grande culture historique. Voilà, il est jeune, il se confronte au suffrage universel. Moi, je ne pourrais jamais reprocher à quelqu'un d'aller aux élections puisque j'y suis allé moi-même. Et il est... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré vous-même, puisqu'on est là, on discute entre nous, on badine, mais c'est quelqu'un d'atypique, d'intéressant et d'intelligent, de structuré, et qui me paraît être quelqu'un d'assez libre aussi. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je l'ai trouvé très intéressant. Et je lui souhaite les meilleurs vents dans ses aventures et qu'il apporte quelque chose. Voilà, très bien. Merci beaucoup, David Lisnard, d'avoir répondu aux questions de France Info. Un entretien à retrouver comme tous les matins sur YouTube. Vous restez avec nous, je vous retrouve dans un instant pour les informer avec Renaud Dely. À tout de suite.